Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Atmosphère à Paris. Comme vous le savez probablement, cet événement, c'est un événement qu'on réalise sur la plupart des capitales mondiales. Précédemment, c'était Londres. Alors, le thème de cet événement, cette année, c'est la transformation digitale. Il se trouve que ce matin, on avait aussi une session équivalente à celle-ci avec des clients existants, des gens qui nous ont déjà fait confiance il y a quelques mois ou quelques années. Et c'était assez intéressant de voir déjà leur retour d'expérience, mais aussi de les entendre dire comment ils souhaitaient transformer leur rôle de DSI dans l'entreprise. Alors nous aussi, on s'est transformé parce qu'on a essayé d'écouter vos feedbacks, les feedbacks si vous avez participé l'année dernière à Atmosphère Paris, et on a fait en sorte d'élargir l'événement à toutes les fonctions d'entreprise. Donc comme je vous disais ce matin, on a eu les clients existants, les DSI existants. Hier, nous avions les DRH, la semaine dernière, les partenaires, demain, les patrons d'innovation, nous aurons les directeurs commerciaux, les directions marketing, nous aurons une session spécialisée sur tout ce qui est géo. Donc voilà, on essaie vraiment d'élargir le scope en fait, d'intervention et de discussion avec l'ensemble des fonctions d'entreprise. Parce que la transformation digitale, vous le savez, hein, c'est un poncif, c'est un sujet sur lequel vous êtes leader, vous devez articuler ce projet de transformation, mais en même temps, on doit embarquer l'ensemble des fonctions d'entreprise. Écoutez, je suis ravi. Je suis Sébastien, donc je m'appelle Sébastien Marotte. J'ai une chance inouïe, c'est d'avoir rejoint Google il y a 3 ans et demi, et aussi de couvrir un territoire qui n'est pas inintéressant parce que, encore que je me pose toujours la question de savoir pourquoi mon boss m'a demandé de faire ça, je m'occupe de l'Europe, du Middle East, Afrique et depuis peu de temps en fait de l'Asie-Pacifique. Et c'est passionnant parce que je suis amené à rencontrer évidemment énormément de clients, d'entreprises, à opérer sur plusieurs marchés. Et à être vraiment un spectateur, et j'espère aussi que nous sommes chez Google Entreprises des acteurs de cette transformation digitale. Donc le thème aujourd'hui, Eric l'a présenté. Ce que je vais essayer de faire, c'est de vous expliquer un peu ce qu'on voit sur le marché. Si on devait le résumer, aujourd'hui, il y a véritablement une scission qui s'opère de plus en plus entre ces économies dites encore relativement conservatives et qui continuent à piloter leur entreprise sur la base d'infrastructures un peu anciennes, dites on-premise, avec des technologies legacy technologies. Et puis ces économies qui avancent très très vite, ces entreprises qui avancent très très vite et qui adoptent tous les jours, de plus en plus rapidement, de plus en plus fréquemment, ces technologies numériques ou digitales. Et c'est assez fascinant ce qu'on voit, donc je vais essayer de partager ça entre maintenant et le gong. J'ai compris qu'il y avait un gong dans 19 minutes, et de passer donc ces 19 minutes autour de ce thème. Je vais vous mettre à contribution 1 minute, juste 1 minute. Je vais vous demander, chacun d'entre vous, si vous en avez un, de sortir votre smartphone, votre portable. Si vous en avez 3, sortez-en un simplement. OK. Je vais vous demander de l'allumer. Allumez-le tous. OK. Ils doivent être tous en mode silence. De le déverrouiller. Déverrouillez-le. Et je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, je vais vous demander de le passer à votre voisin. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? 1, 2... Non, c'est une blague. On ne va pas faire ça. J'ai senti un peu de tension dans la salle. Et évidemment, c'est ce genre de choses en fait qui est devenu un objet extrêmement personnel. C'est une extension de nous-mêmes. C'est l'objet avec lequel on vit tous les jours. Je ne vais pas vous demander combien d'entre vous dorment à moins d'1 mètre de votre téléphone et combien d'entre vous checkent leurs emails avant de prendre un café le matin. Mais on est devenu très dépendant de ces objets-là. Et c'est assez intéressant en fait de voir à quel point, ne serait-ce qu'encore il y a quelques années, souvenez-vous, quand on allait sur l'Internet, on allait sur le web, on allait online, on allait consulter en fait des sites Internet. Aujourd'hui, le monde a totalement changé, évidemment. On ne va plus online. On est online toute la journée, voire certaines fois toute la nuit. Et on est connecté. On est connecté avec d'autres personnes. On est connecté avec des objets. Ces objets sont connectés entre eux. C'est un monde tout à fait différent et qui ouvre énormément de perspectives et d'opportunités. Alors maintenant, moi, je vais me mettre à contribution. Je vais faire quelque chose que je n'ai pas fait depuis très longtemps. Je vais faire une démonstration. Alors, pour ce faire, je vais prendre mon téléphone portable, qui est un Nexus 5, excusez-moi. Il est verrouillé. Déjà, ça, c'est le premier piège qu'on m'a tendu. Hop, il est déverrouillé. Est-ce qu'on peut l'avoir sur l'écran? Ouais, ok, super.
Is it connected? Alors, je vais essayer d'avoir sur l'écran, voilà, OK. Donc, c'est ce téléphone portable qui est ici. Il est en mode avion. Est-ce normal? Oui, c'est normal. Bon, OK, très bien. Donc, je vais passer par quelques itérations, en fait. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, en fait, c'est que je fais du kitesurf. Ça, c'est quelqu'un qui s'en est chargé pour moi. J'habite à Londres aussi depuis 3 ans et demi. Évidemment, Londres est assez proche de Paris. Et on parle beaucoup de Londres comme la 6e ou la 7e ville française. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de voir un petit peu quelle est la taille de Londres par rapport à la taille de Paris. Donc, OK Google, quelle est la superficie de Londres? 1572 km². À votre avis, quelle est la superficie de Paris? Essayez de deviner. Guess. 500 mètres carrés? 300? OK, je prends, on va voir. OK Google, quelle est la superficie de Paris? 105,4 km². 10 fois plus petit. Bon, alors vous allez me dire si on prend la Grande Couronne, pas la Grande Couronne, Intramuros, etc. Mais donc voilà, Paris est 10 fois plus petit. On a appris quelque chose aujourd'hui. Autre chose qui est intéressant, bon, pour l'instant, je dirais que c'est assez classique, tout le monde peut faire ça avec son téléphone. Maintenant, il faut voir aussi le côté un peu contextuel. On peut poser des questions sans pour autant répéter la question, la moitié de la question précédente. Donc, comme c'est contextuel, Google devrait savoir qu'on est toujours sur Paris. OK Google, quelle en est sa population? 2,211 millions 2008. Intéressant. Alors, il est aussi pas complètement idiot, c'est-à-dire qu'il se pose peut-être la question de savoir si on ne fait pas des comparaisons avec des villes similaires. Donc, il nous propose la population de Rome ou de Madrid. Maintenant, on va voir s'il s'actualise et s'il lit l'actualité. OK Google, qui est le maire? Anne Hidalgo. Ah oui, OK. C'est OK. OK Google, qui est son mari? Jean-Marc Germain. Donc là, au moins, ça, moi, j'ai appris quelque chose. Ah, ça, je ne poserai pas cette question. Donc ça, c'est intéressant, en fait, cette notion contextuelle. Maintenant, ce qui nous intéresse aussi, et d'ailleurs, j'en profite pour faire une annonce. Ce soir, on a la chance d'avoir un panel de clients sur BFM Télé, que j'ai la chance d'animer également. Donc je me pose la question, n'ayant pas été à Paris depuis quelques temps, de savoir, déjà, de mettre un reminder dans mon calendrier. OK Google, rappelle-moi de passer chez BFM ce soir à 17 h. Voilà, donc automatiquement, j'ai un reminder. Je peux déclencher un rappel à 7 h et qui va automatiquement s'installer dans mon calendrier. Alors, juste pour finir ma démo, ça, à la limite, on est resté sur un seul device, un seul appareil. Non, le côté intéressant de cette démonstration, c'est de voir dans quelle mesure, si je rentre au bureau, parce que là, j'étais en itinérance, je boot mon laptop, qui est ici un laptop tout à fait traditionnel, je suis suivi dans ma démarche. Donc, je passe sur mon laptop, je clique cette fois-ci, je ne vais pas lui parler, oui, si, je vais lui parler après tout. Je vais cliquer sur le micro. Et la question que je me pose, en fait, de retour au bureau, c'est de savoir comment je vais aller à ce rendez-vous BFM. Il y a sans doute quelques risques de trafic. Et il y a quelque chose qui apparemment est assez nouveau à Paris, qui n'existe pas encore à Londres, c'est le moto-taxi. Donc, si il fait pas trop mauvais, je vais envisager de prendre une moto pour pas arriver une demi-heure en retard à une émission qui va durer 20 minutes. Quel temps fera-t-il ce soir ? Et automatiquement, il vous affiche normalement, voilà, ici, la température qu'il fera, mais surtout, je vois un nuage avec de la pluie qui me fait penser que je vais devoir me rabattre sur le métro. Voilà, allez, une petite dernière question pour la route, juste pour voir s'il est capable de me renseigner sur d'autres informations. Non, je ne voulais pas te parler. Montre-moi le classement du PSG. Voilà. Bon, il est un peu muet quand même. Normalement, il aurait dû me parler, mais enfin. Bon, c'est ça d'avoir une petite longueur d'avance sur la compétition. Vous voyez le PSG qui fait un super parcours sur la Ligue 1.
Voilà, juste une petite présentation qui vous montre à quel point tout ça est complètement natif, est stocké dans le cloud, réagit sans aucune programmation, est disponible, et aussi bien disponible soit au niveau de notre vie de tous les jours, évidemment, soit au niveau de l'entreprise, et commence à régir véritablement notre calendrier, nos rendez-vous. Donc, certaines sociétés, évidemment, l'ont compris encore mieux que d'autres, et ont créé en fait tout leur business sur ce modèle-là. On peut en citer 2 ou 3 par exemple, qui me viennent à l'esprit ici dans cette présentation, qui sont des startups digital natives qui ont leveragé ces technologies. Vous prenez par exemple une société comme Uber, qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment sur Paris, qui a complètement perturbé le domaine du transport. C'est un service fantastique, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont utilisé. Vous n'avez plus besoin de cash, vous rentrez dans votre taxi avec des cartes bleues qui sont déjà programmées, vous pouvez sélectionner en fait la catégorie de véhicules et vous emmène véritablement d'un point A à un point B, où que vous soyez, aussi bien à Paris, à Londres, à Singapour, à New York, quel que soit l'endroit où vous vous situez dans le monde. Absolument exceptionnel, c'est une des sociétés qui croît le plus aujourd'hui sur Internet. En plus, c'est une société qui a tout compris puisqu'ils aident leurs chauffeurs à s'équiper de véhicules en leur proposant en fait des prêts. Nest est une société qui a été récemment rachetée par Google, qui transforme complètement l'habitation et la façon de vivre. Non seulement ces thermostats sont connectés sur Wi-Fi, mais vous pouvez aussi évidemment les connecter, les piloter, les diriger à distance et complètement changer l'expérience que vous pouvez avoir au sein de votre habitation. Ou encore Airbnb, qui est une société qui met en contact en fait, des populations et qui vous permet de louer le château de vos rêves absolument n'importe où en France ou dans n'importe quel autre territoire. Il y a d'autres sociétés avec lesquelles on travaille de façon très proche, comme Snapchat par exemple, que vous utilisez peut-être avec vos enfants ou sans vos enfants, qui ont leveragé, qui ont utilisé l'architecture de Google pour pouvoir démarrer leur projet. Toutes ces sociétés ont en commun plusieurs choses. La première, c'est qu'elles existent depuis moins de 4 ans. La deuxième, c'est que ce sont des sociétés qui, en l'espace de quelques trimestres, quelques années, sont devenues mondialement connues. Et la troisième, c'est qu'elles se focalisent toutes sur leur cœur de métier plutôt que sur l'infrastructure et sur la technologie. L'autre jour, on avait, de passage dans nos locaux, on avait le CTO de Snapchat qui nous disait qu'aujourd'hui, il n'y a plus qu'une chose qui l'intéresse, c'est que ces développeurs se focalisent sur le développement de nouvelles fonctionnalités plutôt que de maintenir des fonctionnalités existantes. Et il ne faut pas croire non plus que ce type d'approche s'adapte uniquement à des startups digitales qui sont nées dans le digital. Non, on a récemment fait en fait une étude avec 2 partenaires que sont Capgemini et MIT. Ils ont fait une étude très intéressante. Ils ont recensé en fait 400 entreprises dans le monde et ils les ont classées ou segmentées par maturité digitale en fonction en fait de l'utilisation qu'ils faisaient de ces technologies digitales. Et ils sont arrivés à un constat en fait qui n'est pas forcément toujours très amusant à partager parce qu'il est assez direct, c'est que les entreprises qui n'utilisent pas ces technologies digitales vont être très rapidement dépassées par leurs concurrents qui peuvent arriver du jour au lendemain avec des offres beaucoup plus agiles, beaucoup plus flexibles et beaucoup plus percutantes. Si on pousse cette étude, ils sont arrivés à un classement. Vous voyez, les 400 sociétés ont été catégorisées en 4 poches. Et vous trouvez en fait l'analyse des sociétés qui sont les plus avancées en matière d'utilisation d'outils digitaux. Non seulement, statistiquement, elles délivrent une croissance supérieure aux autres sociétés, mais aussi une profitabilité. Évidemment, quand on parle du cloud, de la mobilité, des réseaux sociaux, le coût est un driver, mais pas le seul, et on va le voir. Et enfin, si on s'attache uniquement à la valeur de leur stock, de leur action, on constate qu'elles performent mieux que les entreprises qui n'ont pas commencé ce trajet ou ce voyage. Alors, on a 4 exemples, des exemples qu'on connaît bien en fait, qu'on a sélectionnés. Ce sont des clients Google Entreprises qui sont soit très proches de nous, comme Essilor, société qui a commencé son voyage digital, si je puis dire, en fait, sa transformation digitale, avec nous il y a 2 ou 3 ans. Et on s'est intéressé à voir comment l'action de ces sociétés performait par rapport aux marchés sur lesquels elles opéraient. Donc, si on prend le CAC 40, par exemple,
Essilor a une performance largement supérieure en fait, à ce qu'on a pu constater ces 2 dernières années. Alors, bon, est-ce que la corrélation est si directe? J'ose espérer que c'est oui. En tous les cas, il y a un vrai rapprochement, une vraie corrélation entre ces éléments. ITV, qui est une société dans les médias en Angleterre, a connu à peu près la même trajectoire. Ou encore, on peut citer une autre société américaine ici. Et une dernière qui est assez intéressante parce que c'est la société Ocado. En fait, c'est une société dans la grande distribution américaine et qui est tout à fait révélatrice. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont dans le domaine de la grande distribution, mais qui est tout à fait révélatrice de la transformation numérique qu'une entreprise peut opérer, et en particulier sur des secteurs d'activité qui sont extrêmement perturbés par ces nouvelles tendances. Ce que je vous propose, c'est de voir tout de suite, en 1 minute 30, la révolution ou la transformation technologique que Ocado vient juste d'opérer. Ocado is the world's largest online-only grocery retailer. Each Ocado building caters to about 600,000 people that can get all the food they need from us every week. I'm Paul and I head up Ocado Technology. And I'm Sverker, and I'm in charge of everything we haven't done yet. We chose Google Apps because we are a 24/7 operation, but we're also a multi-site operation. So we need our employees to be able to access documents, emails, calendar information, and to collaborate whenever and wherever they are. My passion is very much about automation. We're all about making things simple for our customers, but behind that simplicity, there's an immense amount of complexity and technology in order to do what we do. Our business spits out 2.5 megabytes of data every single second. Whenever our customers click on a product, or whenever our vans drive down the road, we're constantly recording those streams of data, and we have to capture that data and be able to process it in a scalable fashion. And one of the key places that we put that is now in the cloud. Using App Engine, we recently built a new version of our Where's My Order application. This allows customers to find out where their order has got to within our production cycle, and once it's on the road, the integration with Google Maps allows them to see exactly where it's got to. When I'm looking at putting Ocado in other countries, I can see that we can still offer the full range of Ocado services from the cloud, and that's a great advantage to us. We're taking a chore, which is grocery shopping, and we're turning that into quality time with the family. Donc c'est vraiment un exemple de transformation digitale. On en a nombreux et je reviendrai là-dessus. Alors je vais passer les 5 dernières minutes avant le gong pour essayer de partager avec vous quels sont pour nous vraiment les critères d'une entreprise qui fait cette transformation. Alors la première chose qu'on constate, c'est que ce n'est pas seulement une affaire de DSI, c'est vraiment une affaire de COMEX. Et en particulier, on a de plus en plus de présidents, de dirigeants, de top exécutifs qui viennent nous voir et qui nous posent des questions et qui nous disent: que se passe-t-il? Véritablement, que se passe-t-il? C'est la première fois qu'on voit un vrai intérêt de la part de ces dirigeants pour ces technologies. Avant, ils avaient tendance quand même à penser que les directions informatiques servaient à maintenir les systèmes de production informatique, de les faire fonctionner. Mais aujourd'hui, ils ont vraiment le sentiment que s'ils n'investissent pas leur temps eux-mêmes, ils vont être très rapidement dépassés. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on rencontre ces COMEX, au bout du compte, les discussions tournent autour de 5-6 sujets. Là, il y en a 7 en fait qui sont présents. Le cœur, c'est l'innovation. Alors, c'est quand même un terme qu'on remet dans toutes les discussions assez facilement, sans pourtant toujours le définir. C'est quelque chose chez Google qui nous est évidemment extrêmement cher et qui est au cœur de tout ce qu'on peut proposer. Je dirais que la mise en place de la solution est quelque chose d'important pour nos clients, mais le partenariat autour de l'innovation est quelque chose d'encore plus important. Il nous arrive récemment d'emmener des groupes du CAC 40 ou de tailles complètement différentes à Mountain View pour avoir des vraies séances autour de l'innovation. Mais le reste des thèmes tourne vraiment autour de comment peut-on aider ces organisations ou comment ces organisations peuvent-elles utiliser le digital pour pouvoir raccourcir les cycles de décision, prendre des décisions sur des dimensions complètement différentes. Par exemple, il n'est pas rare maintenant de voir des sociétés utiliser des plateformes géospatiales comme Google Maps pour pouvoir prendre des décisions, gérer leurs actifs. Beaucoup de discussions hier, on avait 150 DRH. Je veux dire, j'ai rarement vu une session comme celle d'hier. Il y avait 150 DRH dans cette salle, connectés sur des Chromebooks en temps réel, qui travaillaient de façon interactive.
et donc des problématiques autour de la culture de l'entreprise, comment attirer des nouveaux talents à bord. L'aspect notoriété est très important, puisqu'il ne s'agit pas uniquement de migrer une plateforme informatique vers une nouvelle plateforme informatique dans le cloud, mais de voir comment une société comme Google peut aider nos clients à démultiplier leur marque sur les marchés auprès de leurs clients. La productivité au niveau de l'environnement de travail est un débat évidemment très intéressant. Comment est-ce qu'on peut, à travers l'apport de plus de collaboration, créer plus d'innovation. Et le nerf de la guerre, qui est toujours le même, évidemment, c'est comment peut-on créer des nouveaux services et de nouveaux produits pour nos clients et être beaucoup plus compétitifs. Donc voilà vraiment les thèmes dont on parle. Alors ça fait une quinzaine d'années aujourd'hui qu'on travaille sur ces thèmes. Et pour nous, on les regroupe en 5 thématiques. S'il y avait peut-être un slide à retenir de cette présentation, je mettrais celui-là en avant. Une fois encore, les entreprises digitalisées sont différentes autour de 5 thèmes. La première, c'est qu'elles veulent utiliser le web et toutes les technologies pour démultiplier complètement leur marque auprès des marchés et auprès de leurs clients. Ça, c'est vraiment un thème extrêmement important. La deuxième, c'est qu'elles souhaitent connecter l'ensemble des employés de l'entreprise. Aujourd'hui, on voit par exemple beaucoup de groupes qui sont décentralisés et qui nous demandent en fait de connecter plusieurs dizaines, centaines de milliers d'utilisateurs. Il m'est arrivé de travailler récemment en Australie avec le groupe Woolworths, qui a 200 000 employés. Seuls 10% de cette population étaient connectés par le passé. Et aujourd'hui, on est en train de connecter absolument tout le monde. Ensuite, il ne s'agit pas de connecter les employés, mais il faut également qu'ils puissent, à partir de n'importe quel endroit, qu'ils puissent collaborer en temps réel. Et ça, c'est fondamental. À partir du moment où vous cassez les silos d'information, à partir du moment où vous mettez tout le monde sur la même plateforme, à partir du moment où tout le monde travaille au sein d'un même projet, d'un même document, vous avez vraiment un autre contexte dans votre entreprise. Je ne sais pas à quand remonte la dernière fois que j'ai attaché un fichier dans un email, puis je l'ai envoyé, je ne m'en souviens même plus. C'est quelque chose qui me paraît complètement ancestral aujourd'hui dans des environnements totalement digitalisés. L'information est au cœur de l'activité. Une fois encore, je n'ai pas été d'information. L'information, elle doit être partagée par tout le monde, elle ne doit pas être stockée sous silo. Elle doit être aussi, c'est très intéressant, elle doit être utilisée, elle ne doit pas être reportée. Combien de fois on produit des rapports de reporting, et passé 15 ans dans le reporting, qui prennent la poussière, qui vont se mettre dans un tiroir, ou encore combien de dashboards électroniques on a pu produire, au bout du compte, sans véritablement tirer la quintessence de ces informations. Donc ça, c'est très important. Et la dernière chose qui est très importante, c'est que cette technologie, elle doit être intuitive. Intuitive, ça veut dire quoi? Ça veut dire exactement ce qu'on connaît en fait dans le domaine de la consommation comme consommateur. Dimanche dernier, je me faisais la réflexion en achetant un téléphone pour l'anniversaire de mon fils qui a 15 ans à Londres. Je lui ai acheté son premier smartphone, j'ai lutté jusqu'à cet âge-là. Et j'ai fini par lui acheter son smartphone, j'ai ouvert la boîte, il n'y avait rien, juste rien. Il n'y a plus le moins de manuel utilisateur, il n'y a rien. Je veux dire, vous le bootez, vous tombez sur Android et après c'est complètement intuitif. L'informatique digitalisée dans les entreprises, ça doit être exactement la même chose. C'est-à-dire que tout doit être intuitif, tout doit être disponible, tout doit être maintenu automatiquement. Et l'expérience doit s'enrichir de jour en jour. Donc ça, c'est vraiment les 5 piliers. Alors ça fait une quinzaine d'années, nous, qu'on a commencé ce parcours, qu'on utilise évidemment ces technologies et qu'on les met à disposition. Que ce soit le moteur de recherche qui est évidemment très célèbre chez Google, ou encore des technologies comme YouTube qui sont en très forte croissance et qui permettent à nos clients en fait, de pouvoir diffuser leur marque beaucoup plus largement. On utilise des outils de type cartographie comme Google Maps qui sont utilisés par de nombreux clients en France et qui permettent une fois encore de gérer leurs actifs ou encore de prendre des décisions basées sur des faits placés sur des cartes. Gmail, qui est utilisé dans le monde par 725 millions d'utilisateurs, n'est plus à démontrer. On l'utilise, il y a presque plus de barrière entre notre vie personnelle et notre vie privée quand il s'agit d'utiliser cette technologie qui est extrêmement, évidemment, intuitive. On a démarré des investissements massifs il y a 5, 6, 7 ans, et ça je partage toujours cette anecdote, une discussion que j'ai eue avec notre directeur financier Patrick Pichette, qui il y a 7 ans, quand il s'adressait aux analystes, avait des questions du type « mais pourquoi Google investit sur un système d'exploitation » Ça a donné en fait 2 choses qui sont intéressantes. Android, qui est utilisé par 90% du marché aujourd'hui, et puis une technologie très stratégique qui est Chrome, qui est la nouvelle plateforme pour nous, la seule plateforme ou la meilleure plateforme pour accéder en fait, et travailler sur le web de façon tout à fait interactive.
ou encore vous avez d'autres technologies comme Google Play qui permet de diffuser du contenu, AdWords aussi d'accroître votre notoriété. Et en bas à droite, vous avez une petite photo avec une infrastructure. Ce sont nos data centers. C'est le cœur, c'est l'ADN de notre stratégie. C'est l'infrastructure qui gère plusieurs milliards d'utilisateurs dans le monde et qui est la seule, enfin qui est en tous les cas tout à fait à même d'accueillir toutes les applications de nos clients. Alors comment ça se positionne? Je vous ai parlé de 5 dimensions. Maintenant, je ramènerai ça à 3 piliers. Voilà la transformation digitale qu'on essaye d'opérer chez nos clients avec Google. On a une partie qui est vraiment la partie qui concerne la notoriété de votre marque, une autre qui concerne l'environnement de travail et tous les efforts en fait, qu'on fait avec nos clients pour pouvoir optimiser cet environnement de travail à des seules fins d'augmenter la productivité, la collaboration, l'innovation, la compétitivité. Et ça repose donc sur une technologie qui est donc la plus invisible, la plus intuitive. Alors après, si vous amusez à positionner la plateforme Google, vous avez ce schéma. Si vous pouvez positionner les acteurs du marché, vous trouverez peut-être des acteurs comme Facebook sur la partie gauche, vous trouverez peut-être des acteurs comme Microsoft sur la partie droite, vous trouverez peut-être des acteurs comme Amazon sur la partie basse, sur l'infrastructure. Maintenant, nous pensons, et en tout cas on y travaille très très dur, que seule l'offre Google aujourd'hui est capable en fait, d'opérer l'ensemble de ces différents piliers et de répondre à ces problématiques avec une seule et même plateforme intégrée. Voilà, je vais terminer sur 2 choses. La première, une annonce. C'est quelque chose que vous connaissez sans doute déjà, c'est qu'on a 5 millions d'organisations à travers le monde qui utilisent nos solutions, mais quelque chose dont on est très, très fiers et qu'on a recensé officiellement pas plus tard qu'à la fin de la semaine dernière et pour l'occasion d'Atmosphère, c'est que 80% du CAC 40 aujourd'hui travaille avec des solutions Google Enterprise dans les domaines que j'ai cités précédemment. Dernier slide, si on parle du futur, on est passionné par le futur évidemment. Notre objectif, c'est non seulement de vous faire profiter de cette plateforme, mais aussi de réfléchir aux innovations de demain. Demain, c'est la connexion des objets. On en a déjà beaucoup parlé. Et on va voir une illustration avec tous les investissements qu'on fait autour d'Android Wear. Demain, c'est aussi d'arriver avec des vrais assistants personnels qui peuvent considérablement augmenter votre productivité et améliorer votre vie au bureau, dans votre environnement professionnel. Google Now est un bon exemple. Ce qui nous passionne aujourd'hui avec le portable, c'est la prochaine étape. La prochaine étape, c'est cette étape prédictive qui, dès lors que vous allez, par exemple, visiter mon ami Paul chez Ocado, dont on a vu une vidéo, et là, je n'irai pas voir Bob, j'irai voir Bob. Et avant d'aller voir Bob, automatiquement, je saurai à quelle heure est le rendez-vous, évidemment. Automatiquement, je saurai comment m'y rendre. J'aurai le trajet qui s'affichera, mais plus important, j'aurai un environnement contextuel qui me donnera des informations sur Ocado en tant que société, sur leurs principales opportunités, challenges, la vision, la stratégie de la société, qui me rappellera également ma liste de to-do que j'avais collectée lors du précédent entretien et qui me fournira toutes les informations contextuelles liées à ce rendez-vous qui me permettra évidemment d'être beaucoup plus efficace pour ce rendez-vous. C'est ça qui nous passionne, c'est l'avenir, c'est juste le démarrage en fait d'une aventure qui est déjà très largement entamée évidemment avec des résultats qui sont extrêmement satisfaisants et dont on est très fiers. On a reçu nos clients ce matin et ils ont pu témoigner de cette transformation digitale et de ce que ça avait pu leur apporter au sein de leur entreprise. Voilà, je vais vous quitter sur une vidéo pour illustrer ce dernier point, qui est une vidéo qui illustre tous les travaux et les investissements qu'on fait sur Android Wear, qui nous maintient véritablement éveillés. Et on est également très à l'écoute du marché, très à l'écoute de vos expectatives, de vos témoignages, pour nous aider à progresser, à continuer en fait à bâtir ces user cases. Parce qu'au bout du compte, et je vais peut-être un point très important, notre métier, c'est vraiment de vous fournir une infrastructure, des solutions, des outils, et de plus en plus, c'est d'écouter nos clients, et de les écouter, d'écouter les cases, les user cases qui mettent en place avec ces technologies. La dernière fois encore, pas plus tard que la semaine dernière, j'étais avec une société de construction qui me suppliait de leur fournir des Google Glass pour pouvoir réduire le taux d'accident sur leur chantier. Voilà, c'est ça qui nous passionne, c'est les user cases et ce que vous pouvez faire de cette plateforme. Je vous remercie beaucoup et je vous laisse avec cette vidéo. Merci.
does that? Just got a jellyfish warning. Want to try counting? Let's go to Zuma. Morning, kids. Reply, be there in 2. There it is. Okay, Google, what's the Syracuse score? Yay! Woo! Okay, Google, open garage.